invité de l'émission, Laure Fagnard. Bonjour ou bonsoir, maître de recherche FNRS en histoire de l'art à l'université de Liège. Alors, vous êtes marié, vous avez des enfants et pourtant votre famille compte un membre important qui partage votre quotidien et il s'appelle Léonard. C'est le vieil oncle? C'est le vieil oncle. Il s'agit en effet de Léonard de Vinci. Oui. Que j'ai l'habitude d'appeler comme mes proches Léonard, comme si c'était en effet un membre de ma famille. Tant il, c'est le fantôme de la maison. Peut-être pas le fantôme, mais il côtoie mes jours et mes nuits depuis tellement longtemps que c'est devenu un familier. Mais comment êtes-vous devenue ce que je pourrais appeler une chercheuse pur sucre? Alors, ça c'est difficile de répondre à cette question. C'est sans doute des rencontres, un professeur dans le secondaire qui m'a beaucoup marqué, qui était un professeur, je peux la citer, Marie-Bernadette Mars, qui était professeur de grec, de latin et aussi de religion, et qui nous faisait travailler l'histoire ancienne et l'histoire mythologique à partir de tableaux. Je me suis dit, ça c'est quand même... quelque chose qui c'est le déclic, qui m'a beaucoup le déclic intellectuel. attiré. Oui. Parce que vous travaillez vraiment, j'ai envie de dire, en cocon. Est-ce que ça, c'est pas compliqué? Est-ce qu'on ne devient pas complètement obsédé parce que vous ne travaillez pas avec d'autres non-stop? Alors, c'est vrai que je mène une recherche solitaire, mais je la mène quand même avec des collègues, avec des post-doctorants, avec doctorants, avec un laboratoire, des membres d'un laboratoire qui est le laboratoire Transition à l'Université de Liège. Et puis, c'est une recherche aussi que je mène avec des collègues étrangers. Oui, mais vous êtes quand même souvent dans une bibliothèque. Vous êtes vraiment un rat de bibliothèque, une sorte d'enquêtrice, non? Oui, c'est vrai que c'est une belle comparaison, une enquêtrice, puisque... je suis à la recherche de documents que j'essaie de localiser dans des bibliothèques, mais je lis aussi beaucoup d'ouvrages, plus ou moins récents, plus ou moins anciens. Et c'est vrai que je travaille un peu comme une enquêtrice, en effet. Alors, bon, votre recherche, c'est surtout les gravures au XVIe, au XVIIe siècle. Et on constate que ces gravures, ce n'est pas du coller-copier. Non, non. Alors, c'est un objet de recherche qui est peut-être un peu plus récent. Je n'ai pas toujours travaillé sur les gravures. J'ai travaillé sur la fortune et l'infortune, la renommée plus ou moins forte de Léonard de Vinci à travers le temps. Et récemment, à la faveur d'un projet de recherche bien particulier, je me suis en effet intéressée aux gravures qui reproduisent au XVIe et XVIIe siècle les tableaux et dans une certaine mesure les dessins de Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, vous avez fait une exposition, ce qui est quand même rare aussi pour une chercheuse, dans le château d'Ambroise, où se trouve, je crois, la tombe de Léonard, un livre aussi que vous avez écrit avec d'autres. Et au fond, un tableau très connu de Léonard de Vinci, c'est évidemment la scène qu'on va voir à l'écran. Et il y a eu une gravure de cette scène. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, on la voit là, c'est qu'il y a un chien à droite, il n'y a pas ça dans le tableau, et en plus, il y a une inscription, il n'y a pas d'inscription dans le tableau. Ça veut dire quoi? Que les graveurs ont inventé des choses et que votre Léonard s'en fichait, ou il ne le savait pas? Alors, c'est en effet pas des copier-coller très stricts. Ici, on voit une des premières gravures de reproduction, de traduction, qui a comme ambition donc, de reproduire plus ou moins fidèlement un illustre modèle. Et en effet, dans ce cas-ci, le graveur a rajouté un chien. Alors, sans doute... Le chien est un symbole de fidélité, c'est un symbole traditionnel de fidélité et il est sans doute ajouté là pour renforcer la félonie de Judas, la traîtrise de Judas. Donc il va plus loin que Léonard, le graveur. Voilà, il explicite finalement un petit peu des... Pour faire comprendre au plus grand nombre, c'est ça? Voilà, c'est ça, il explicite et c'est aussi le cas de l'inscription qui explicite le moment très précisément qui a été choisi par Léonard de Vinci dans la scène. Il montre non pas l'institution de l'Eucharistie, comme on le fait traditionnellement, ou il ne montre pas la désignation du traître, mais il dépeint les secondes qui précèdent cet événement, celui de l'annonce que l'un des siens va le trahir. Alors, on trouve aussi la toute première gravure de la Joconde. Là aussi, est-ce qu'elle est très différente de la Joconde que l'on connaît?
Alors, c'est une gravure qui est très différente de celle que l'on connaît, puisqu'elle est toute petite. Oui. La voilà, on la voit. Elle est insérée, vous voyez, dans un ouvrage. Elle est insérée dans le traité de la peinture, oui, qui est un texte que Léonard de Vinci aurait bien voulu publier, mais qu'il n'a jamais édité, et qui paraît bien après sa mort. Parce qu'il faut bien dire que la Joconde n'était pas du tout connue comme elle est aujourd'hui du temps de Léonard et même après. Ce qui l'a rendue célèbre, je crois, mais je parle sous votre autorité, c'est le vol de la Joconde, oui, par un vitrier qu'il a gardé, paraît-il, sous son lit, parce que c'était proche d'une femme qu'il avait quittée. C'est vrai tout ça ou pas? Alors ça, l'histoire, la dernière partie de votre histoire est peut-être romancée. Ah. Mais en tout cas, c'est vrai que au moment où la gravure qu'on a vue a été réalisée, donc en 1651, c'est la première gravure, oui, de la Joconde, et c'est une œuvre qui, alors, est quand même pas tout à fait oubliée, méconnue, oui, mais qui ne bénéficie pas du tout du statut actuel. Oui. Et elle est en effet volée. C'est après le vol qu'elle a eu cette renommée mondiale. Au fond, qu'est-ce que vous avez voulu comprendre dans votre recherche, finalement? Est-ce que l'objet de la recherche a évolué au cours de votre travail? Alors oui, et comme ça, je pense que peut-être que tous les chercheurs qui viennent à ce micro indiquent que l'objet de leur recherche, elle évolue au fur et à mesure de leur découverte. Ma première idée était donc de mesurer cette renommée des œuvres de Léonard de Vinci sur une période longue de l'histoire. Oui. Et la gravure, c'est un bon observateur pour étudier cette renommée. Et puis, progressivement, au cours de la recherche que j'ai menée avec Stefania Tullio Cataldo, on s'est concentré sur les premières gravures réalisées du vivant donc, de Léonard de Vinci. Et on a essayé notamment de chercher, de comprendre quelle est l'identité du graveur qui a travaillé non pas sous la supervision de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci ne semble pas derrière l'épaule du graveur en lui indiquant « je veux ça et ça et ça », mais c'est un artiste qui a eu accès au dessin, qui a eu accès aux compositions et qui a eu la possibilité de reproduire en gravure les œuvres. Alors, Laure Fagnard, la question qu'on peut se poser et que je vous pose, c'est, à votre avis, qu'est-ce que votre recherche remarquable peut apporter aujourd'hui à la société pour ceux et celles qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je pourrais dire peut-être que étudier le passé, essayer de comprendre le passé permet de contribuer à éclairer le présent. Et peut-être que dans mon cas particulier, ma recherche permet de nuancer certaines idées un peu toutes faites qui sont lancées peut-être un peu rapidement. Cette personnalité est vraiment remarquable, ce mouvement est complètement inédit, cette idée est complètement révolutionnaire. Quand on étudie tout ça sur un temps un peu plus long, on nuance en fait ces idées, puisqu'on se dit non, cette personnalité, elle est peut-être pas si remarquable que ça. Ah bon? Il a peut-être déjà... Il vous a déçu, l'oncle Léonard, alors? Non, il m'a pas déçu, mais il me semble que quand on étudie voilà, les phénomènes sur un temps long de l'histoire, on peut nuancer, en fait, les idées. Mais quand même, on le sait, ou bien c'est moi qui me trompe, c'est un artiste un peu tout-terrain, c'est une sorte de génie polymorphe, à la fois, comme disait Blaise Pascal, un esprit de géométrie et un esprit de finesse. Aujourd'hui, un Léonard de Vinci, c'est le genre de personnalité impensable. Alors, peut-être que je ne suis pas très objective, mais il me semble qu'il serait compliqué de voir aujourd'hui apparaître une personnalité comme Léonard de Vinci, qui est vraiment multifacette, qui s'est intéressé à des sujets extrêmement variés, à des champs du savoir d'une très grande variété. C'était un musicien, un astronome, un anatomiste, un metteur en scène, un peintre, un sculpteur, un architecte. Enfin, vraiment, il a touché à tous les domaines. Alors, il n'a pas produit des œuvres finalisées dans tous les domaines, mais en tout cas, il s'est intéressé à beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, peut-être que c'est difficile de rencontrer une personnalité aussi multifacette, si le savoir était peut-être plus facilement appréciable au temps de la Renaissance qu'aujourd'hui. Alors, toute autre chose, concrètement, c'est souvent une question que les gens se posent. Est-ce qu'une chercheuse, est-ce qu'un chercheur est évalué régulièrement ou pas, et comment?
Alors, au FNRS, nous sommes évalués tous les ans. Nous devons envoyer un rapport d'évaluation tous les ans. Tous les 5 ans, c'est un rapport plus conséquent et qui est lu, interprété, évalué par les commissions scientifiques. Et puis, nous sommes évalués aussi lorsque nous déposons des projets de recherche au FNRS, au sein de nos propres universités, mais aussi dans de très multiples instances. Puisque le projet de recherche, il est évalué toujours en regard de l'activité scientifique du chercheur, de son CV, de ses collaborations internationales, de ses activités de vulgarisation. Et donc, nous sommes évalués presque quotidiennement. Dites-moi une question peut-être un peu indiscrète. Vous allez rester avec Léonard jusqu'à la fin de votre mandat? Ou à un moment donné, vous allez lui faire une infidélité? Je suis quelqu'un de fidèle, donc je pense que je resterai à coquiner avec Léonard de Vinci jusqu'à la fin. Quelle est votre utopie comme chercheuse dans votre recherche ou de manière plus générale? Alors ça, c'est une question vraiment difficile. Est-ce que... Allez-y, utopie. Je voudrais peut-être rentrer dans une machine à remonter le temps et pouvoir parler avec certaines personnalités du XVIe siècle, Léonard de Vinci entre autres, mais peut-être aussi François Ier ou sa mère, Louise de Savoie, sur laquelle je me suis aussi penchée, et leur poser quelques questions pour voir si on est complètement dans le faux ou bien si on a interprété un tout petit peu certains éléments de façon correcte. Merci Laure Fagnard pour cette belle utopie finale. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres chercheurs et d'autres chercheuses. Et puis vous pourrez bien entendu découvrir les capsules, comme on dit, de nos invités sur les sites de La Libre, de La Dernière Heure et de Vers l'Avenir. Bonne semaine, à la semaine prochaine.